Bienvenue dans cette émission Écrito. Madame, Messieurs, si vous nous rejoignez, c'est donc les débuts. On reçoit pour vous Christian Kunda Motoki qui a préparé sa thèse des doctorants à l'université Paul Verlaine, actuelle université de la Lorraine. Maître, nous sommes là en France. Il est écrivain et professeur de littérature et civilisation française à l'université de Lubumbashi, ici en République démocratique du Congo. Conteur, poète et homme de théâtre. Il est un acteur majeur de la vie socio-culturelle de la ville de Lubumbashi, qui est d'ailleurs sa ville natale. Professeur Kundamutoki, bienvenue dans cette émission Écrito. Merci. Vous allez très bien. Disons qu'on se porte bien. Très bien, ce serait peut-être exagéré, mais on s'est réveillé ce matin. Ouais. On a les souffles de vie que Dieu nous accorde. Et nous tentons, dans la mesure du possible, de maintenir ce souffle, de maintenir cette vie dans la mesure du possible, tant que Dieu le voudra. Je rappelle que vous êtes également, actuellement, vous êtes directeur de cabinet adjoint du gouverneur de En charge province. de la politique et de l'administration. Votre dernier ouvrage, Guy des Maupassant. Guy de Maupassant, une certaine idée de l'homme. Ouais. C'est ce dernier ouvrage que j'ai publié il y a presque 2 ans. C'est arrivé il y a 1 an plus tôt. Ça a été fait aux MEE. Aux MEE, c'est à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Ouais. Mais ça a été publié au même moment chez l'Harmattan, n'est-ce pas, à Paris. Et puis c'est arrivé ici. C'est l'un de mes textes que j'aime relire moi-même, parce que Guy de Maupassant, c'est un grand classique. Si vous voulez que je vous raconte la vie de Guy de Maupassant, c'est quelqu'un qui a évolué dans l'entourage de sa mère, parce que sa mère était amie Zola, Émile Zola, mais aussi d'autres géants de la littérature française au 19e siècle, Flaubert, n'est-ce pas? C'est des athées qui ont carrément conditionné la vie de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, c'était un jeune garçon qui aimait beaucoup de choses en France, qui est né à Rouen, n'est-ce pas? Et qui a été enterré là-bas, sans cercueil, comme il le souhaitait lui-même, pour avoir été nourri par la terre. Il a souhaité aussi nourrir la terre après son décès, et donc il a demandé à être enterré sans cercueil. Donc il avait orchestré sa mort avant même qu'il ne soit mort. Non, même toi tu peux dire, le jour où je meurs, voici comment il faut m'enterrer. Guy de Maupassant l'a dit, si je meurs, enterrez-moi sans cercueil pour pourrir très rapidement et donner beaucoup de vitamines À la au terre. sol, à la terre. C'est incroyable. Et Guy de Maupassant, ce qui est très intéressant et particulier avec lui, c'est que il est mort très jeune, mais il a produit beaucoup de textes, beaucoup de nouvelles, beaucoup de contes. Mais ça va vous étonner, beaucoup plus pendant sa période de démence. Parce que je vous le dis, déjà, Guy de Maupassant est mort fou. Et pendant sa folie, il a produit des textes tout à fait très intéressants. Et on dirait un homme plus que normal, pendant que dans la littérature française, on sait qu'il est décédé fou. C'est comme ça qu'on trouve la lettre Et, de fou ici. Hein. oui, 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 oui. Et d'ailleurs, en France, lorsqu'il a publié notamment Le Horla, sur lesquels j'ai travaillé, sa littérature était interdite. Et pourquoi? On l'avait traité d'anathème. On ne l'avait pas souhaité que la littérature de Guy de Maupassant soit lue. Mais il a été réhabilité par Macron il n'y a pas longtemps. C'est un des auteurs, oui, l'actuel président de France, c'est un des auteurs qui doit être, et il est enseigné dans les premières années lorsque les élèves arrivent au secondaire et même à l'université. Mais alors, Guy de Maupassant est l'un des précurseurs de l'existentialisme français, sinon de l'existentialisme dans le monde. Je vais vous dire un certain nombre de choses tout à l'heure. Il m'a beaucoup intéressé, moi, parce que sa thématique est exceptionnelle. Les problèmes qu'il pose sont aussi exceptionnels.
Guy de Maupassant, là-dedans, j'ai fait une analyse de ce qu'il entend par fidélité. Mhm. Il dit, mais pourquoi les hommes ne sont pas fidèles comme certaines bêtes? Vous voyez, c'est un fou c'est un fou, il avait été déclaré fou comme ça en France, mais quand il pose un problème comme celui-là lié à l'existence, pourquoi les hommes ne sont pas fidèles, les femmes et les hommes ne sont pas fidèles, Donc comme l'homme au grand H. l'homme que vous voyez, l'homme primitif, Oui. l'homme fait de chair, de sang et de l'eau. L'homme qui circule, que nous voyons, l'homme que nous sommes, toi et moi. Pourquoi l'homme est infidèle par rapport à certaines bêtes, notamment la sarcelle? Et Guy de Maupassant vous raconte cette histoire. La sarcelle, c'est un oiseau du genre de la famille des pigeons. C'est un oiseau mythique qui existe en France, mais il se comporte exactement comme tous les pigeons. Mais la sarcelle mâle, si vous le tuez, le mâle, la sarcelle femelle ne partira pas. Il va rester là. Elle va rester à côté du mâle jusqu'à ce qu'il meure aussi pour partir avec son amoureux. Et donc, lorsque les deux, la sarcelle mâle aime une femelle, c'est pour les pires, les meilleurs et pour les pires, vraiment, pas comme chez l'homme. Alors, Guy de Maupassant constate que dans la société réelle, il y a des divorces, il y a des gens infidèles, il y a des gens qui ont des enfants ici et là. Et d'ailleurs, ça devient intéressant. La sarcelle femelle, Oui. comme la sarcelle mâle, n'a des rapports intimes toute sa vie qu'avec un seul partenaire. Les jours où la sarcelle mâle rencontre le partenaire, c'est pour la vie. Et cela vice-versa. Et vice-versa. Alors, Guy de Maupassant regarde les hommes. Vous savez, les hommes, il y en a qui ont des enfants à la Roachi. Il y en a qui ont des enfants à la Katouba. Oui. Il y en a qui ont des enfants à Kalouboué. Il y en a qui ont 60 enfants. Guy de Maupassant dit, pourquoi l'homme n'arriverait-il pas à imiter cette bête, la sarcelle, un pigeon? Mais alors il réfléchit, il monte dans la réflexion. Si aujourd'hui nous appelons l'homme à imiter un animal, pourquoi Dieu ne tuerait pas l'homme actuel parce qu'il ne mérite pas de vivre, parce que c'est un infidèle? Par rapport aux bêtes, par rapport aux animaux, pas tous. Et ici, il donne l'exemple de la sarcelle. Voilà des matières qui m'intéressent pour que je les présente au monde congolais, pour que les Louchois le lisent. Par moment, il y a des choses que nous faisons, mais qui nous rapprochent du monde animal. Par moment, dans ce monde animal, les animaux se comportent mieux, d'ailleurs, par rapport à l'homme. L'exemple ici est fait de la sarcelle. La sarcelle, aimer, c'est vraiment pour aimer. Comme Cicéron l'a dit, Kikere. Aimer, c'est avoir quelqu'un pour mourir. Quand vous venez avec votre lance-pierre, vous tuez la sarcelle femelle, le mâle, il va chercher à retrouver son partenaire et rester à côté sans boire ni manger pour mourir avec son amour. C'est comme ça. Pendant que chez les hommes, c'est compliqué. Vous perdez votre épouse, 2-3 mois, vous vous mariez comme si elle existait déjà. Comme si vous étiez en même temps en mariage et pendant les fiançailles avec une autre. Vous voyez, regardez la prostitution, comment elle bat son plein. Cet ouvrage, vous l'avez écrit. On ne la retrouve pas chez la sarcelle. Ouais. Et le Guy de Maupassant dit, voici un modèle à imiter, un animal. Mais comme c'est un animal, Dieu a demandé à l'homme de dompter la nature. La prostitution, les côtés légers vous dominent. Si les côtés légers vous dominent, Dieu n'a qu'à vous tuer. C'est ça que Guy de Maupassant fait. C'est sa proposition. Ah, il demande au bon Dieu de créer un surhomme. Parce que l'homme actuel ne mérite pas. Il est tueur, il est violeur, il est tout. L'homme actuel, c'est une incarnation de tous les maux.
Et Guy de Maupassant dit, il faut l'éliminer et créer plutôt un autre. Il donne un autre exemple. Il prend le chien. Vous voyez, le chien écoute ce qu'on appelle les ultrasons. Oui. Même le chat, d'ailleurs, le chat plus que les chiens. Vous voyez, dans un village, quand vous voyez, c'est un conseil que l'on donne aux gens, quand vous voyez les chats s'aligner dans une direction et se mettre à fuir, vous voyez d'autres animaux suivent. Et les villageois le savent. Quand vous voyez les animaux courir dans une direction, suivez-les. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mauvais qui vient vers le village. Il faut fuir. Il faut fuir. Et quand vous suivez leur mouvement, vous êtes sauvés. Le chat écoute les ultrasons. Quand on tire à la Roachi et que vous êtes par exemple à la Katouba, si vous n'entendez pas, le chat, lui, il a entendu. Et comme le chat entend plus que l'homme, il y a moyen de le suivre pour éviter, comme je venais de le dire, un mauvais événement qui s'annonce. Mais alors, Guy de Maupassant dit, puisque Dieu a demandé à l'homme de dompter la nature, il l'a traité de maître dans la nature. Pourquoi il n'écoute pas plus que le chat et le chien? Et comme il écoute moins que le chat et le chien, il doit disparaître. Et qui va Dieu doit les supprimer pour créer un autre. Guy de Maupassant chante, c'est pour ça que je dis c'est un précurseur de l'existentialisme, le courant de Jean-Paul Sartre et consorts. Ouais. Guy de Maupassant dit, il faut la venue d'un surhomme, comme un peu les Jules Verne l'ont fait en Belgique. Il faut l'arrivée d'un surhomme, un homme qui soit fidèle, un homme qui soit capable de tout entendre, un homme qui sait faire la part des choses. Guy de Maupassant va très loin, jusqu'à... Il vous présente dans l'ouvrage que je fais, j'analyse, oui. À un moment donné, un homme, une femme plutôt, qui perd son mari. La femme va avec les membres de famille, comme on le fait un peu à la morgue, chercher les corps et aller enterrer. Guy de Maupassant dit, à la morgue, il y a un homme. Cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il observe la femme éplorée. Il observe la femme qui a perdu le mari. Et puis quand on arrive au cimetière, que Guy de Maupassant traite d'un lieu très reposant, et je suis d'ailleurs d'accord avec lui, quand vous êtes au cimetière, vous prenez conscience de ce que vous êtes, de la vie, du côté vain des choses, vanité des vanités. Mais lorsque c'est les plus belles paroles poétiques, n'est-ce pas, existent dans les cimetières. Il ne faut pas me traiter de sorcier ici parce que les gens ne traînent pas à prêter des intentions aux gens. Quand vous lisez les paroles sur les pierres tombales, c'est l'analyse de Guy de Maupassant que j'accepte. Quand vous lisez les paroles, quand sur une pierre tombale on dit « Papa, nous t'avons aimé », là-bas on ne ment pas. Quand on a aimé quelqu'un, on l'a aimé. Oui. Et on le dit sur une pierre tombale, n'est-ce pas? Ces écrits-là qu'on appelle les épitaphes. Oui, ça reste. Quand vous ne l'avez pas aimé, vous allez jeter, vous enterrer, vous mettez une croix, et puis c'est tout. C'est différent. Quand il y a des écrits sur les écrits sur les pierres tombales viennent du cœur. Sur votre père, vous avez écrit quoi, vous? Pardon? Sur votre père, vous avez écrit quoi? Il n'y a pas encore des pierres tombales. Il y a simplement 40 jours que mon père est décédé. Mais il y a des paroles qu'on sortira en tant qu'artiste pour les pères que nous avons connus, pour les pères qui nous ont amenés dans ce monde. On les fera, rien à faire. Mais prenons Guy de Maupassant qui dit « Le cimetière, c'est le seul endroit où vous avez des voisins qui ne voisinent pas. » Donc, quand on enterre les gens là-bas, vous pouvez refuser dans la vie réelle ici d'avoir un voisin. On dit, celui-ci m'énerve, est-ce qu'on peut l'enlever pour qu'il aille construire ailleurs? Je prends sa parcelle. Mais au cimetière là-bas, vous n'avez pas le temps de faire cela. Quand on vous amène un pauvre
pour l'enterrer à vos côtés, vous qui étiez même chef de l'État. Chef de l'État ou... Bon, ne parlons pas de chef d'État parce qu'on peut avoir de petits soucis. Mais si on vous amène n'importe qui à côté de vous, là, c'est votre voisin éternel avec qui vous n'allez pas voisiner. Parce que les voisins dans les cimetières, vous ne pouvez pas aller demander du sel. Jamais. Jamais. Ça n'existe pas. Mais alors, Guy de Maupassant dit, un homme observe une femme, cette femme est endeuillée dans une morgue. Elle a perdu son mari. Et puis, on va l'enterrer. À l'enterrement, la femme constate que l'on va maintenant mettre les corps dans les caveaux. Elle se met à pleurer. Généralement, quand on pleure, entre guillemets, les gens ne sont pas très, très jolis. Mais dans la description de Maupassant, l'homme qui accompagne la femme enterrée constate que la femme en pleurant devient de plus en plus jolie et finit par s'amouracher d'elle. Et après l'enterrement, c'est cet homme-là qui l'épouse. Aussitôt? La question, vous voyez, vous vous posez déjà vous-même des questions. Oui. Le fou Guy de Maupassant s'est posé les mêmes questions. La première, c'est d'abord, pourquoi aimer un visage dans une morgue? Il trouve que l'homme n'est pas sérieux. Comment vous pouvez aller dans une morgue et là, dans une morgue, vous commencez à apprécier la beauté que de penser au trépas, que de penser à la mort, que de penser aux êtres chers qui partent. Comment vous partez de la morgue jusqu'au cimetière et aimer la personne qui vient de perdre son mari? Et d'ailleurs, Guy de Maupassant, dans la description littéraire, parle comment dire, d'injures, c'est une insulte face à la mort. Guy de Maupassant dit, l'homme est allé jusqu'à insulter le mort. Parce que c'est pendant que l'on enterre la femme du mort qu'un autre est à côté en train plutôt de tomber amoureux et de finir par la voir comme femme et de l'épouser. Guy de Maupassant dit, ce genre de scènes, c'est des scènes horribles, c'est des scènes qui énervent. Que Guy de Maupassant parle. Ah oui, c'est des scènes qui énervent. Et donc, l'homme ne devrait pas se comporter comme ça. Pour lui, il faut en tout et pour tout supprimer l'homme qui est là. Parce qu'il fait beaucoup de bêtises. Il demande au bon Dieu de les supprimer, de créer un autre. Il donne beaucoup d'exemples. Beaucoup. Même des pasteurs, des prêtres, tout ça. Il donne dans cet ouvrage. Pour montrer que l'homme ne mérite pas. Il doit être supprimé. Vous, quand vous écrivez ici, vous avez quelle idée? Vous voulez que quoi change dans le pays ou dans le monde? Non, mais c'est la même chose. Je suis un humaniste comme Guy de Maupassant. Peut-être que moi, je ne suis pas fou. On ne sait jamais. Lui, on l'a dit. Il a été déclaré... on ne sait jamais. Ah oui, on ne sait jamais. Lui, il a été déclaré officiellement fou. Mais quand vous lisez ce qu'il a écrit, mais regardez, c'est quelqu'un qui veut que le monde change. Oui. C'est quelqu'un qui veut que l'homme change. Tout homme de lettres, tout écrivain, c'est un humaniste. On ne peut écrire que pour vouloir le bonheur de l'homme, que pour vouloir que l'humanisme soit prôné partout, à travers l'univers. Mais regardez, Guy de Maupassant, c'est cette race des gens qui ont prêché sans le savoir. Parce que tout ce qu'il veut là-dedans, même en étant fou, c'est le bonheur de l'homme. C'est le bonheur de l'homme. Lorsque Guy de Maupassant vous invite à ce qui est supérieur, lorsque Guy de Maupassant vous invite à être un esprit supérieur, c'est à ça que le ciel nous appelle. Le ciel nous appelle à être supérieur. Le ciel nous appelle à ne pas tomber dans la platitude. C'est ça que les pasteurs prêchent. C'est ça que les pasteurs prêchent. Vous avez écrit c'est en cela que ça m'intéresse. Cet ouvrage en 3 chapitres. Le deuxième, c'est Les Nouvelles, une vue synoptique. Une vue synoptique. Ça veut dire, voilà. Je ramasse l'œuvre de Maupassant. Oui. Je la résume et je dis,
voici ce que Guy de Maupassant a voulu dire. Parce qu'au finish, j'ai créé un schéma existentiel de Guy de Maupassant, comme à la manière de Jean-Paul Sartre. Oui. Pour Jean-Paul Sartre, évoqué ici. Pour Jean-Paul Sartre, l'homme précède l'essence. L'homme est créé comme un caillou. Il n'y a personne qui a demandé à naître. Comme on l'a toujours dit en philosophie, naître, c'est un accident. C'est accidentel. Ça veut dire personne n'a demandé à naître. En tout cas, personne. Mais c'est la volonté de la personne qui donne naissance. Non, même si c'est la volonté de vos parents, voilà. Mais vous-même qui naissez, vous ne l'avez pas demandé. C'est un accident. Vous-même, vous êtes un accident. Moi, je n'ai pas demandé à naître. Je suis né des parents. Et puis, à un moment donné, j'ai pris conscience de ce que j'étais. Oui. Il n'y a personne à travers le monde ici qui va vous dire, moi, j'avais décidé de naître et j'ai décidé d'avoir tel comme parent. Non. On constate simplement qu'on est là. Dans le monde. Dans le monde. Donc, c'est un accident. Et puis, à un moment donné, on prend conscience de sa vie. C'est l'essence qui commence. L'existence précède. On existe d'abord, on prend conscience. L'essence commence. Mm-hmm. Mais quand on prend conscience, chez Jean-Paul Sartre, l'étape qui suit, c'est la révolte. On se révolte contre Dieu lui-même, contre le monde. Pendant que chez Jean-Paul Sartre, chez Guy de Maupassant, on est né, comme tout le monde. C'est l'existence qui précède l'essence. Quand on prend conscience, on va dans la résignation. Ça veut dire on accepte que l'on est faible dans la nature, on accepte que l'on ne peut rien faire, on attend que Dieu nous supprime. Ça, c'est la philosophie de Jean-Paul Sartre. Oui. Et donc, j'ai évoqué Guy de Maupassant pour voir comment déjà la réflexion s'est organisée au 19e siècle par rapport au 20e siècle. Mais rien à faire. L'humanisme, il est toujours présent. Je rappelle ici des notions du 19e siècle, mais en réalité, ça nous concerne. Là-dedans, Guy de Maupassant parle du sexe. Le sexe, c'est un thème éternel. Ça nous touche encore. Oui. D'ailleurs, davantage. Je vous annonce, ou je vous l'annoncerai, je le fais tout de suite. J'ai fait un texte, un livre que je vais publier plus tard, ou dans les mois à venir. Sexe, texte et contexte. Parce qu'en réalité, je constate que le sexe a malmené beaucoup de gens et il a touché toutes les catégories sociales. Vous savez ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps à Kinshasa, mais dans d'autres sociétés, ici aussi. Oui. Ça m'inspire et je constate qu'il y a quand même un problème à la manière d'autres écrivains. J'ai fait un texte qui va intéresser, je le pense, tout le monde. Je vais le publier dans les mois à venir. Mais c'est un appel à la vie normale. N'est-ce pas? Oui. Guy de Maupassant, il s'agit d'un thème éternel, voulais-je dire. Oui. Ça touchera toujours, ça a toujours été un problème par rapport au texte que je viens d'évoquer. Parce que pour moi, on n'a jamais eu un siècle pervers comme celui-ci. Le 20e siècle. Le 21e siècle. Mais aussi le 21e siècle. C'est des siècles pervers. C'est des siècles d'immoralité à outrance. C'est des siècles où les gens se promènent avec, excusez-moi le terme, avec le sexe à main. C'est-à-dire, regardez les téléphones des gens, surtout des jeunes gens. Vous n'allez pas aimer. La plupart des téléphones que vous avez, les ordinateurs que les gens ont dans leur bureau, c'est horrible, c'est chaotique. Les images, les images à l'occidental. Mais il s'agit, quand je parle moi, il s'agit de l'univers. Comme Guy de Maupassant le fait. Oui. Il ne s'agit pas de Lubumbashi simplement, du Congo. Il s'agit du monde entier. Du monde entier. C'est le siècle où on peut afficher des images non admises et puis on dit enfant non admis. Et tout le monde voit. Mais ça, c'est plus que Sodome et Gomorrhe. C'est ce qu'on dit non admis, là, qui non-admis regarde. C'est que cette société est en train de faire actuellement. C'est plus que ce que ce qu'on a fait à Sodome et Gomorrhe.
Alors, il faut faire une réflexion sur ce thème éternel. Je le fais aussi. Guy de Maupassant parle du mariage. Guy de Maupassant parle De l'amour aussi. de l'amour aussi. Toutes ces choses, c'est des thèmes éternels qui touchent à tout moment, n'est-ce pas, l'être humain. Je souhaitais lire quand même un texte sur l'amour, comme dans les Orla, première nouvelle du recueil, les narrateurs met en scène une douleur, une souffrance, bien qu'elle soit aussi une douleur animalière. Les textes démarrent par un fait divers lu dans un journal par les narrateurs. Un drame passionnel qui raconte l'histoire d'un homme qui a tué sa femme et s'est donné la mort. C'est l'amour suicide, l'amour atroce. Ça existe aussi dans certaines sociétés africaines. Guy de Maupassant fait une narration autour d'un drame. Un homme aime farouchement sa femme et il ne veut pas que sa femme un jour arrive à le tromper ou à appartenir à quelqu'un d'autre par amour simplement. Il la tue et il se tue lui-même pour mettre fin à leur vie. Est-ce que ça, c'est normal? Ils disent eux-mêmes. Ça peut se faire par amour. C'est comme ça que l'homme s'exprime lui-même. Il dit, je tue mon épouse par amour. Je la tue, je me tue moi-même. Et puis comme ça, nous quittons tous le monde. Au même moment, on est parti. Elle aura été à moi et à moi seul, moi aussi à elle seule. Alors, Guy de Maupassant fait son analyse, vous voyez. C'est comme bon, acceptons, c'est ce que l'on dit, que c'était un fou. Mais les problèmes qu'il pose sont sérieux. Vous avez des gens comme ça, même dans les sociétés africaines, qui aiment d'une manière exagérée. Quand vous allez jusqu'à tuer la personne aimée, est-ce que ça devrait s'appeler amour? C'est ça que Guy de Maupassant pose comme question dans son analyse. Est-ce qu'il s'agit toujours de l'amour? Vous aimez pour tuer. Même plus que le drame, Guy de Maupassant pose le problème à la manière de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, c'est un grand écrivain espagnol, comme un autre aussi, Cervantes, qui pose le problème de la même manière. De l'amour entre... D'ailleurs, Guy de Maupassant conclut, comme Miguel, l'amour entre enfant et papa n'existe pas. C'est plutôt entre celui qui quitte la famille, qui quitte les parents pour aller épouser une autre femme comme vous. Hein? Vous avez épousé votre épouse, n'est-ce pas? Cette épouse, vous l'aimez. Les sentiments qui existent entre elle et vous, ça s'appelle amour. Et lorsqu'il s'agit... Entre père et fille? Entre père et fils, c'est pas moi qui le dis, c'est Guy de Maupassant. Moi, j'ai fait des analyses simplement. Guy de Maupassant dit, ça ne devrait pas s'appeler amour. Parce que là, il s'agit simplement d'un sentiment de pitié. Donc, le parent a pitié d'un être qu'il a appelé lui-même à l'existence. Vous voyez, bon, il ne faut pas que l'on décourage les gens dans leur opinion, acceptation. Il s'agit de réflexions formulées par un fou. Alors, moi, j'ai pris les écrits d'un fou pour les analyser, arriver à une conclusion pour voir si réellement ce fou-là était fou. Voilà. Vous avez conclu qu'il était vraiment fou? Il a connu une période de démence et pendant cette période de démence, il a produit les textes que j'ai analysés. Bon, on dit qu'il est fou, il est décédé fou. Je n'ai pas de possibilité de vraiment affirmer le contraire parce que je n'ai pas fait des études sur le corps de Guy de Maupassant. J'ai fait des études sur les produits de Guy de Maupassant qui sont les textes. Mais je me rends compte que le fou a posé des problèmes non fous. Le fou a posé des problèmes sérieux, des problèmes existentiels, comme ceux qui ont prétendu être normaux, les Jean-Paul Sartre, les Descartes, les Blaise Pascal. Guy de Maupassant a fait sa part. Vous avez écrit aussi, c'est le point 4 d'ailleurs, vous l'avez intitulé « Le trou ». Les trous ici, vous dites, messieurs les Paul Renard, tapissier le métier, comparé un cours d'assises pour coups et blessures, ayant entraîné la mort de messieurs Flamèche, entouré des principaux témoins et de sa femme. Il explique le drame. Cela fait 5 ans que sa femme et lui-même se rendent à Poissy tous les dimanches pour y passer leur journée.
question de prendre un peu d'air et de pécher. Alors moi, je vais dire, ces péchés ici, c'est le péché de pécher ou de péché de commettre de gaffe? Ah non, là-bas, il s'agit plutôt de pêcher Les poissons. les poissons. Voilà. Ils avaient découvert depuis 3 ans une vraie niche à poissons qui faisait son délice et les autres pêcheurs les respectaient. Un jour, il avait pris un verre de trop. Il trouva sa place habituelle prise par le couple Flamèche. S'ensuivit alors un échange de paroles malveillantes et discourtoises. Et les deux femmes, un verre en main, volant au secours de sa bien-aimée, Monsieur Flamèche se retrouva nez à nez avec Monsieur Renard, qui les projeta illico dans l'eau, pendant que celui-ci se débattait pour ne pas se noyer. Monsieur Renard courut séparer les deux femmes qui se frappaient toujours. Cela mit le temps et Monsieur Flamèche se noya. À ce moment ici, la mort pour notre ami Maupassant est naturelle ou la mort devient une provocation? La question est à ramener plutôt à un autre niveau. Le questionnement ici, c'est comment les gens peuvent se quereller au point de se noyer à cause de poissons. C'est le parallélisme entre le monde, n'est-ce pas, que l'homme est appelé à dominer, et la nature, l'essence même de l'homme. Pourquoi aller jusqu'à provoquer la mort à cause des poissons? Vous voyez des gens ici. Oui. Vous êtes journaliste. Par moment, on vous dit, bon, tel parent a donné un coup à son fils pour 500 francs. Et l'enfant est décédé. Dans telle famille, bon, on s'est disputé autour du foufou, oui, et il y a eu mort d'homme. C'est des questions comme ça que Guy de Maupassant se pose. Comment, autour des choses comme le foufou, le poisson, on peut provoquer la mort? Est-ce que l'homme est sérieux? Ce n'est pas la pauvreté, ça. Si l'homme est sérieux, il ne devrait pas se disputer pour ce genre de choses. Il devrait pourtant les produire et évoluer dans une sorte d'aisance. Mais parce qu'il est médiocre, il va se quereller autour des choses balivernes comme ça et autour des choses comme ça, provoquer la disparition de l'homme, provoquer la mort. Et Guy de Maupassant ne comprend pas. Comment ça peut arriver que celui à qui Dieu a donné le pouvoir de dominer, il va mourir pour le poisson, pour un poisson. Juste pour ça. Et les questions existentielles se posent autour des textes, un texte tout à fait banal, mais les questions existentielles se posent. Là, on parle aussi de sauver la petite marquise de Renédon, a cédé son mari et veut divorcer pour retrouver sa liberté. Est-ce que, moi je me dis... C'est la même chose, c'est ça que je disais ici. Une femme qui prend la décision de divorcer pour retrouver sa liberté. Guy de Maupassant dit, quand la sarcelle décide d'apprendre un partenaire pour la vie, c'est pour la vie. On ne peut pas aller dans un mariage et puis dire je me suis trompé ou bien je n'ai pas de liberté. Il dit l'homme n'est pas sérieux. Quand l'homme n'est pas sérieux, il faut le supprimer. Donc il formule comme un cachot? Non. Avant même de prendre le mariage comme un cachot, il faut décider parce qu'on a pris vraiment conscience. Oui. Ça s'appelle l'essence. Lorsque l'oiseau n'a pas encore commencé une vie commune, de foyer, entre guillemets, lorsque cet oiseau-là, la sarcelle, n'a pas encore commencé, il n'y a pas de décision. L'oiseau observe. Oui. Jusqu'à ce qu'il trouve que c'est avec celle-ci ou c'est avec celui-là que je vais mener toute ma vie. Donc toute la réflexion est faite. Mais Guy de Maupassant dit, quand quelqu'un va se rendre compte qu'il s'était trompé dans le mariage, pourquoi il n'avait pas réfléchi avant de s'engager comme la bête? Les pigeons. La sarcelle. Quand vous avez pris une décision, c'est jusqu'à la mort. Vous allez dans un mariage, vous célébrez, vous fêtez, et puis après c'est le divorce. La bête là, l'oiseau là, ne fait pas des choses comme ça. Et Guy de Maupassant dit, est-ce que vous ne pouvez pas imiter cet oiseau? Imitez quand même cet oiseau. Mais quand vous l'imitez, il dit, mais puisque vous l'imitez,
la Bible pose problème. Oui. Quand on dit on a donné à l'homme le pouvoir de dominer, mais c'est lui qui doit dominer, qui imite les animaux qui sont appelés à être dominés, il y a un problème. Donc l'homme n'est pas à sa place. Et comme il n'est pas à sa place, il prie, il demande au bon Dieu de le supprimer. Il faut les supprimer. Regardez à Lubumbashi, il y a beaucoup de bandits, il y a des violeurs, des voleurs, tout ça. Ça, c'est le côté négatif. Guy de Maupassant, s'il était encore en vie, il demanderait au bon Dieu de supprimer tous ces gens-là. Hein? Supprimer tous ces gens-là parce qu'ils ne fonctionnent pas comme humanistes. C'est ça le but de cet ouvrage. Partant de cet exemple ici, un homme a une femme qui se marie, 5 mois après, il divorce. Pour Guy de Maupassant, c'est une catastrophe. C'est grave que des choses comme ça arrivent chez l'homme, lui qui est appelé à dominer. Même la maladie, même la colère, même tout ce que vous connaissez comme sentiment, c'est des choses qui sont appelées à être dominées par l'homme. Oui. Si l'homme ne les domine pas, il n'est pas à sa place. Il doit être supprimé. Comme le veut Guy de Maupassant. Comme le veut Guy de Maupassant. Il doit être supprimé. Et il dit au bon Dieu, il s'adresse au bon Dieu d'arrêter le monde, carrément. Les gens ont tué, les gens ont violé, les gens ont fait beaucoup de bêtises. Qu'il arrête le monde, qu'il crée un autre homme capable de ne pas tuer, capable de ne pas violer, capable de ne pas voler, capable de ne pas se mettre en colère au point de tuer pour un morceau de poisson, pour 500 francs, pour du foufou, pour des choses comme ça. Pour quelqu'un qui veut s'en procurer cet ouvrage, il va le retrouver où? En fait, ici, ça se vend à la faculté des lettres et sciences humaines, à l'université Lubumbashi. Ça se vend chez moi aussi. Mais en Europe, ça se vend à l'UCL, oui, l'Université catholique de Louvain. Ça se vend chez l'Harmattan aussi. Mais dans toutes les grandes librairies de France, ça se vend là-bas. Alors, vous recommandez cet ouvrage aux Congolais surtout qu'ils le lisent? Oui, mais c'est ça que moi, pas surtout les Congolais, tout le monde. Moi, je fais des livres pour tout le monde. Lorsqu'un écrivain fait des livres pour sa communauté, ce n'est pas un écrivain. Il y a des critères de définition de la littérature qui entrent dans la définition de la littérature. La littérature échappe au temps et à l'espace. Vous voyez, aujourd'hui, je venais de citer Sénèque ici. Je pourrais citer Cicéron. J'ai cité Miguel de Unamuno. J'ai cité Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, René Descartes. Voilà, René Descartes, les Blaise. C'est des gens qui ont vécu sous d'autres cieux. C'est ça, échapper à l'espace. Quand vous écrivez, c'est pas que, quand vous êtes Congolais, c'est pas que pour les Congolais. Vous écrivez pour tout le monde. Quand nous lisons Molière ici, Molière c'est un Français. Il n'a pas écrit que pour les Français, c'est pour tout le monde. Ce livre ici, c'est pour tout le monde. Un texte littéraire, c'est celui qui échappe au temps. Quand je dis Cicéron, c'est avant Jésus-Christ. Oui. Horace, c'est avant Jésus-Christ. Mais Molière, Blaise Pascal et les autres, c'est après Jésus-Christ. Quand vous avez écrit, ce n'est pas que pour votre période, ce n'est pas que pour votre temps. C'est pour toutes les périodes qui viendront avant. Oui. Après plutôt, après vous. Donc, quand vous avez écrit un livre, par exemple, c'est un exemple que je ramasse. Vous avez écrit un livre simplement pour... Il ne faut pas qu'on me prête des intentions. Je cherche un exemple à donner. Vous avez écrit un livre pour les Tchokwe. Il faut éviter les intentions. Oui. Vous avez écrit un livre pour les Tchokwe. Vous dites ça, c'est uniquement pour les Tchokwe. Ça, ce n'est pas de la littérature. Un livre, en quelque sorte, vous vous limitez vous-même. Voilà, vous vous limitez vous-même. Un livre, un texte littéraire, c'est un texte qui est fait pour l'univers, l'universalité de la littérature, pour tout le monde. Si vous dites ce livre-ci, je le fais pour, par exemple, soutenir tel. Hein? Ça s'appelle lettre d'emploi ou littérature de consolidation des pouvoirs, c'est tout. Quand l'homme sur qui vous avez écrit le texte passe, il passe avec votre texte, c'est tout. Et c'est fini. Donc moi, je ne fais pas de choses comme ça. Je fais des textes qui vont durer dans le temps et dans l'espace. Christian Kunda Mutoki, merci de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous avez préparé votre thèse en doctorat à l'université Paul Verlaine, actuelle université de Lorraine. C'est ma deuxième université. J'ai fait l'université Lubumbashi et après j'ai fait l'université de la Lorraine en France. C'est ma deuxième université et je suis très fier d'avoir été dans cette université.
Et vous enseignez la littérature et la civilisation française. J'enseigne la littérature, les arts du spectacle ici à l'université de Lubumbashi, mais dans d'autres universités aussi, notamment aussi à Liège. J'ai des cours de dramaturgie que je donne là-bas. Et à l'ISP Lubumbashi. J'ai quitté l'ISP. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir regardés. C'était Écriteau avec le professeur Kinda Mutoki qui nous a reçus. Et merci, on va se retrouver dans un autre nouveau numéro d'Écriteau certainement avec un nouveau écrivain.